Oui, bonjour, merci pour l'introduction. Ça fait plaisir de participer à cette journée pour présenter quelques mots sur la biopsie liquide, particulièrement ses applications dans le cancer du poumon. On va y aller. Si vous avez des problèmes à m'entendre, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'ai quelques divulgations ici qui sont pas en lien avec la nature des choses que je vais mentionner dans la présentation. Donc, je propose en fait là, de faire un survol pour explorer les applications de la biopsie liquide, définir c'est quoi, donc la démystifier, particulièrement dans l'application de la trajectoire du cancer du poumon. Euh, Ça nous permet d'identifier les avantages, les limitations de cette approche-là. Donc, on va la définir par rapport à c'est quoi la biopsie liquide versus la biopsie tissulaire, puis décrire aussi les perspectives d'application. Euh, je vais mettre les choses en contexte tout de suite en vous présentant un cas clinique là, d'une patiente avec un cancer du poumon présumé. Donc, vous voyez, là, c'est une dame de 70 ans qui a une découverte de masse paramédiastinale au lobe supérieur gauche de 6,5 cm, donc quand même une masse importante, accompagnée d'un épanchement pleural, de nombreuses lésions satellites des deux côtés du poumon, et des lésions métastatiques, incluant un affaissement d'une vertèbre euh, dorsale. Donc ça, c'est une présentation un peu euh, typique de cancer de poumon, le stade avancé. Donc, c'est ça. Donc, cette patiente-là va devoir euh, traverser une trajectoire euh, diagnostique et thérapeutique. Avant d'aboutir à une décision thérapeutique par l'oncologue, il va y avoir plusieurs étapes. À ce stade-ci, on est à l'étape des premières imageries. Il va y avoir consultation avec un spécialiste pour orienter les choses. Et puis moi, dans ma pratique de pathologiste anatomique et moléculaire, donc la partie qui me concerne et qui concerne les applications de biopsie tissulaire, biopsie liquide, c'est au niveau des étapes du diagnostic pathologique et de l'analyse des biomarqueurs dans le cancer du poumon. Donc essentiellement, c'est dans cette petite fenêtre-là que ça se situe. Ça a une importance quand même dans la chaîne totale de trajectoire. Donc, les étapes diagnostiques pour arriver à définir est-ce que c'est un cancer du poumon ou c'est une masse inflammatoire ou autre chose, c'est d'obtenir typiquement du tissu ou des cellules par des méthodes diagnostiques qui sont généralement qui peuvent être invasives. On parle de la bronchoscopie, la radiologie ou autres méthodes pour aller mettre une aiguille dans la tumeur, rapporter des cellules qu'on va pouvoir examiner au microscope pour d'abord faire un diagnostic histopathologique, donc déterminer est-ce que c'est un cancer, est-ce que c'est pas un cancer, déterminer quel type de cancer c'est, est-ce que c'est un carcinome pulmonaire à petites cellules ou non à petites cellules. Donc la classification histologique va être importante pour la suite des choses et de décider si on doit faire des biomarqueurs. Bon. Dans ce cas-ci, la patiente a une cytologie pleurale, c'est-à-dire que la façon la plus simple, c'est d'aller chercher le liquide pleural qui est dans son épanchement par un drainage, de centrifuger ça, puis d'analyser les cellules qui s'y trouvent. Dans ce cas-ci, on obtient chez cette patiente-là euh, donc un frottis et un bloc cellulaire où on va trouver, donc comme on s'attend, donc un mélange de cellules tumorales qui vont permettre de faire le diagnostic d'adénocarcinome, sous-typé par immunohistochimie, donc une technique qu'on utilise en pathologie et donc TTF1+, qui est un marqueur d'origine pulmonaire primitive. Donc, ça va permettre de confirmer le diagnostic d'adénocarcinome dans son liquide pleural. Cependant, comme on voit sur l'image de droite, là, avec une immunohistochimie pour déterminer la présence de cellules épithéliales, on voit ce qui me colore en brun les cellules malignes, les cellules en bleu qui sont les cellules inflammatoires dans le liquide pleural qui sont des cellules normales.
on voit que la densité de ces cellules-là est très faible. Donc, la quantité, la densité, donc le contenu en cellules tumorales est faible d'emblée. Donc, ça, normalement, c'est un spécimen qu'on caractérise. Donc, oui, c'est bien, il nous permet de faire un diagnostic histopathologique. On a une forme de biopsie tissulaire. Là, c'est un spécimen cytologique, mais c'est en général l'équivalent de biopsie. Et par contre, on a un matériel qui est en proportion de cellules tumorales et en quantité plutôt faible pour faire des analyses de biomarqueurs. Euh, donc, les, euh, dans la suite des choses, une fois qu'on a fait le diagnostic histopathologique, on va procéder pour un patient de stade avancé à des analyses de biomarqueurs. Ça inclut donc des tests qu'on appelle sur l'âme, qu'on examine au microscope, comme le PDL1, donc qui est un test immunohistochimique. Puis après ça, une analyse de biomarqueurs par des analyses moléculaires, où on va extraire les acides nucléiques, ou faire des techniques spéciales pour analyser une panoplie de gènes, d'altérations spécifiques dans des gènes spécifiques pour déterminer est-ce que le patient peut être candidat à une thérapie ciblée, par exemple, euh, ou doit avoir une thérapie plus générale, systémique. Donc, cette information-là, donc le diagnostic et le résultat des biomarqueurs vont être utilisés par le clinicien pour prendre la décision thérapeutique puis déterminer le meilleur traitement pour le patient. Donc, si on va un peu plus en détail sur le spectre des altérations moléculaires, des biomarqueurs qu'on cherche, donc quand on regarde la nature, ben, c'est des altérations de nature très variée. Donc, il y a des mutations ponctuelles, c'est-à-dire des paires de bases mutées, des délétions dans la séquence ADN, des réarrangements, c'est-à-dire des fusions entre des gènes qui sont sur des chromosomes différents, des variants d'épissage, des variants de nombre de copies. Donc, une panoplie d'altérations, en plus qui se situent dans différents gènes, qui doivent être interrogés simultanément ou séquentiellement. Donc, ça peut être aussi stratégie séquentielle, comme on va le voir. En général, on vise à faire ça. Puis, rendu là, tous ces marqueurs-là doivent être faits dans un certain temps pour être rapportés au clinicien pour que ce soit pertinent pour sa prise de décision clinique. Donc, on voit ici à gauche les analyses conventionnelles qu'on utilise au niveau des analyses moléculaires. Donc, on a notre bloc de paraffine, qui est un bloc de cytologie, donc exactement comme celui qu'on a vu sur la patiente que j'ai présenté. Donc, on voit en haut les analyses d'immunohistochimie. Ça, sont sur des lames de microscope. On fait des tests, on les colore, on a un anticorps spécifique qui va nous chercher notre cible, on l'amplifie, puis on la regarde au microscope. Il y a des techniques d'hybridation et de fluorescence qui vont nous permettre de trouver des réarrangements ou des variations de nombre de copies. Euh, et puis en bas, ben, c'est des analyses plus moléculaires conventionnelles où on extrait les, euh, les acides nucléiques de notre tumeur, mais évidemment des cellules tumorales qui l'accompagnent. On va faire des tests par PCR ou par Sanger ou d'autres modalités pour trouver. En général, ces techniques-là permettent d'interroger seulement un type d'altération ou un gène à la fois. Donc, quand on utilise ces stratégies-là, il faut les faire de façon séquentielle en parallèle. Euh, Par contre, maintenant, on utilise majoritairement le séquençage de nouvelle génération avec des panels qui permettent d'interroger un peu toutes les altérations et les types d'altérations dans une seule analyse moléculaire. Donc, c'est là-dedans qu'on s'enligne quand on a un échantillon qui nous est soumis chez un patient de stade avancé avec un cancer du poumon. Donc, on a euh, notre échantillon. Et ici, pour le cas spécifique que je vous présente, eh bien, on avait un contenu qu'on savait à l'avance sous-optimal en quantité et en qualité. Donc, on essaye notre algorithme de test, on fait le maximum qu'on peut, on en vient à un matériel où la technologie compréhensive qu'on utilise pour la majorité des patients a échoué parce qu'on n'a pas obtenu une quantité suffisante de matériel pour la faire. Puis il a fallu se rabattre sur les analyses conventionnelles qui sont moins demandantes en termes de quantité, mais qui couvrent moins de cibles. On se ramasse avec un résultat pour ALK, pour ROS1, pour les mutations de GFR par PCR. On a statut PDL1, mais on a un message qui nous dit
que, dans le fond, le contenu est sous-optimal. Donc, les résultats sont sous réserve. Ici, tout est négatif. Et puis, il pourrait être indiqué de répéter sur un autre échantillon. Quand on regarde au niveau qualitatif, qu'est-ce qu'on a comme typage? On a un résultat relativement sous-optimal pour trois gènes, évidemment notre PD-L1 à part, et il nous manque quelques biomarqueurs clés qu'on doit tester maintenant en 2025 dans le cancer du poumon, c'est-à-dire le KRAS, le BB2, le RET, le méthexon 14. Donc, on n'a pas interrogé ces patients. Donc, dans ce contexte-là, ici, on se retrouve où dans notre trajectoire, on est un peu bloqué par le fait que les biomarqueurs sont incomplets. On n'a pas toute l'information requise pour prendre une décision optimale. Donc, ici, dans le cas présent, on est comme à droite. Les analyses moléculaires ont été tentées, mais la faible quantité de matériel occasionne un échec partiel complet des analyses de biomarqueurs. On a juste une partie de la réponse. Il y a d'autres circonstances où, par exemple, on ne réussit pas à faire une bronchoscopie ou une radiologie. Ça peut être, par exemple, parce que la masse du patient n'est pas accessible radiologiquement. Euh, Par exemple, si, mettons, par exemple, il y en avait eu une masse proche de l'aorte avec une métastase cérébrale, pour dire quelque chose. Donc, c'est pas facilement accessible rapidement. Parfois, on fait une tentative de biopsie, mais on n'obtient pas de tissu. Donc, c'est pas arrivé pour, justement parce que c'est difficilement accessible ou parce que la technique a échoué. Donc, on se ramasse dans ces circonstances-là où on n'a pas toute l'information de pour faire les biomarqueurs, pour vraiment prendre la prise de décision. Puis c'est là que s'introduit la biopsie liquide. Donc, la biopsie liquide vient dans ce contexte-là être une alternative intéressante, non invasive, pour faire le génotypage et identifier les biomarqueurs sur ce qu'on appelle l'ADN, l'ARN tumoral circulant. On va définir ça plus en détail. Donc, ici, on vient prendre une prise de sang. Et puis, si le résultat de notre génotypage est positif, ben, ça nous permet d'avoir de l'information et de renvoyer ça à l'oncologue pour sa prise de décision. Si c'est négatif, comme on va voir, on considère que c'est non informatif. C'est-à-dire que ça peut être négatif parce qu'il n'y a pas d'altération, ou ça peut être négatif parce qu'il n'y a pas d'ADN tumoral circulant. On ne peut pas déterminer pour l'instant de façon aisée euh, les, euh, la différence entre les deux. À ce moment-là, il va falloir décider si on reprend la trajectoire pour reprendre du tissu ou y aller de façon empirique avec le traitement, dépendamment des conditions du patient. Donc, c'est un peu là-dedans que se situe la biopsie liquide. Qu'est-ce que c'est la biopsie liquide si on prend ça dans un sens plus général? C'est l'analyse de biomarqueurs, c'est des échantillons de fluide corporel pour guider la prise en charge clinique. Donc, essentiellement, ce qu'on va parler ici, c'est principalement applicable à des biopsies sur le sang. Donc, en prenant des prises de sang, c'est là la modalité liquide. Et tout ça repose un peu sur le fait que la, les, les tumeurs qui ont souvent un certain degré d'apoptose, de nécrose, vont libérer certains acides nucléiques, ce qu'on utilise pour faire nos tests d'analyse moléculaire, en circulation dans le sang. Mais il y a plus que ça. Parfois, il y a des cellules tumorales carrément qui vont se libérer dans le sang et différents dérivés cellulaires, donc qui vont donner un substrat sur lequel euh, euh, interroger des biomarqueurs. Donc, principalement, ce qu'on parle, nous, ce qu'on utilise là, pour des applications plus cliniques, c'est euh, l'ADN tumoral circulant. Donc, il y a plusieurs autres analytes, bon, l'ARN, les cellules tumorales circulantes, comme on a mentionné, etc. Mais c'est principalement l'ADN tumoral circulant qui nous intéresse. Donc, en gros, quand on s'imagine dans le sang, il y a différents éléments cellulaires, nucléés, anucléés. Il n'y a pas juste de l'ADN tumoral circulant. Comment est-ce qu'on les distingue, par exemple, de nos lymphocytes? Ben, il y a différentes caractéristiques. Euh, mais en général, les fragments tumoraux d'ADN tumoral sont très petits
Et puis, ils vont être donc dilués dans une grande quantité d'acide nucléique qui viennent des cellules inflammatoires. On va voir que ça va amener des enjeux de sensibilité. Et si on récapitule, dans le fond, on a l'approche tissulaire versus l'approche de biopsie liquide. L'approche tissulaire conventionnelle qu'on fait de façon routinière. C'est là que vos échantillons s'en vont au laboratoire de pathologie, passent par des blocs de paraffine, on examine au microscope, ensuite on fait nos analyses moléculaires. La biopsie liquide a l'intérêt quand même d'être non invasif, de passer par le sang, le plasma, où on regarde les mutations directement sur l'ADN de la tumeur, qui peut être là ou pas là dans le sang à ce niveau-là. Donc, il y a différentes façons de, de- d'intégrer ça dans le parcours du patient. On parle ici de, de, de patients avec un cancer du poumon de stade avancé. Donc, il y en a qui ont issu des techniques pour compenser ça, mais qui vont amener une augmentation de la complexité des coûts des panels. Il reste qu'à ce stade-ci, donc la biopsie liquide est très intéressante dans certains contextes ciblés. Il reste que l'étalon de or, le gold standard, ça reste l'échantillon tissulaire, parce que parfois on peut observer des discordances. Alors, on a parlé un peu des facteurs de patients qui peuvent expliquer ça, par exemple le fardeau tumoral, les stades un peu plus précoces où on peut avoir de la difficulté à avoir un résultat de biopsie liquide. Le type tumoral peut influencer les caractéristiques tumorales. Certaines tumeurs riches en mucine vont moins expulser des acides nucléiques en circulation dans le sang, l'hétérogénéité, comme on a parlé, la plateforme analytique, les différences de couverture génomique. Il peut y avoir des discordances tissu-sang de façon générale. Et en général, quand on veut offrir un service comme ça, c'est important de comparer les altérations dans le plasma, en liquide, avec celles qu'on trouve dans le tissu là, quand on approche les choses. Si on jette un œil plus global aux applications donc un peu plus cliniques de la biopsie liquide, euh, on voit que pour le cancer du poumon, ça reste que compte tenu que c'est une maladie qui est fréquemment retrouvée à stade avancé, c'est souvent ce qu'on appelle un poster child pour la biopsie liquide, c'est-à-dire que c'est le- l'étendard de, de l'application de cette modalité diagnostique-là. En effet, donc souvent, donc, le volume de patients va être plus important dans les études, puis le volume d'altération actionnable ou avec un potentiel actionnable qui est reflété par le niveau onco-KB sur cette figure-là, donc plus de vert, de bleu, de mauve dans le cancer du poumon, ça reflète qu'on est plus à même de trouver des altérations dans un plus grand nombre de patients avec un cancer du poumon et plus grand nombre d'altérations qui sont actionnables. Ça, c'est de façon générale. Si on regarde plus spécifiquement pour les applications qui nous intéressent, un peu plus rationnelles, euh, on voit donc, un peu comme le cas que j'ai présenté, un peu là, le sous-groupe de patients pour lesquels on voit sur les graphiques la partie en rouge, tissu QNS, c'est-à-dire que l'échantillon sur tissu, la biopsie tissulaire, est insuffisante pour obtenir la couverture des 7 biomarqueurs des lignes directrices là, dans cette étude-là, par exemple. Euh, on parle d'échantillons qui sont insuffisants ou limités en quantité qualité pour faire les analyses de biomarqueurs. Exactement comme le cas que j'ai montré au début. Donc, chez ces patients-là, donc, on permet de réduire de façon quand même importante, en utilisant la biopsie liquide, le taux de patients pour lesquels ces marqueurs-là ne sont pas couverts. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de patients pour lesquels euh, l'ensemble des biomarqueurs est couvert de façon un peu plus satisfaisante. Puis on parle quand même ici de passer de 68% d'insuffisants à 49% d'insuffisants dans une cohorte comme ça exploratoire. C'est quand même très intéressant comme approche, comme potentiel, en particulier pour les patients avec un stade avancé. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la question, est-ce que les cliniciens utilisent un résultat de biopsie liquide, un biomarqueur trouvé sur biopsie liquide, au même titre qu'un déterminé sur le tissu comme l'étalon noir, comme on a parlé,
Ben, la réponse, c'est oui. Puis les taux de réponse ici, donc en fonction de si le biomarqueur a été trouvé sur tissu ou liquide, sont similaires. Donc, ce qui montre que, dans le fond, les résultats, quand on a un label de variant fait sur une biopsie liquide, est tout aussi utilisable cliniquement par l'oncologue qu'un résultat de biopsie tissulaire, quand avec une technique, évidemment, qui est bien faite. Fait que tout ça va faire en sorte que, bon, pour d'autres types que le cancer du poumon, évidemment, mais pour le cancer du poumon en premier, donc que l'introduction de la biopsie liquide a été recommandée dans les lignes directrices. Donc, est-ce qu'on devrait, on devrait évidemment toujours prioriser le diagnostic histologique, mais si, par exemple, le tissu est insuffisant, que le patient n'est pas dans des conditions médicales suffisantes pour tolérer une investigation euh, invasive, bon, que, par exemple, qu'un délai envisageable important pour l'obtention des biomarqueurs, compte tenu de la condition du patient, on, on devrait considérer d'utiliser la biopsie liquide, etc. Donc, il y a différentes indications. Ces lignes directrices-là, présentement, sont vraiment ciblées pour une approche, le profilage moléculaire, parler, et évaluer peut-être des mécanismes de résistance acquises à des thérapies ciblées. C'est pas encore pour détecter la maladie minimal ou la détection précoce du cancer. Quand on arrive aux considérations un peu plus pré-analytiques, c'est important là, dans la biopsie liquide, on voit un peu la trajectoire, on a vu la trajectoire du patient au départ, on voit la trajectoire d'un échantillon, donc d'un patient. On voit qu'il y a différents éléments plus techniques considérés qui vont être importants pour assurer le succès de ces analyses-là. Puis c'est quand même une trajectoire complexe, c'est-à-dire le type de tube de collection qu'on va prendre, la composition, la richesse en plasma, etc. La méthode qu'on va utiliser pour extraire, séparer le plasma, le site de provenance. En théorie, est-ce qu'il y a du transport? S'il y a du transport, est-ce qu'il y a des conditions de transport, température, etc. Le temps entre toutes ces étapes-là, la méthode d'isolation autonome. Il y a plusieurs éléments euh, techniques là, à considérer pour assurer le succès de ces analyses. Petite parenthèse ici. Euh, euh, Si on regarde un peu, si on voit une initiative canadienne pour le cancer du poumon, pour la biopsie liquide, c'est quand même bon, un peu intéressant de voir. Là. Il y a eu l'ère un peu où on cherchait, par exemple, les mutations de résistance T797, le GFR, puis la biopsie liquide était intéressante dans cette approche-là. Ici, il y a une étude pan-canadienne de validation, comparaison technique, comme on a parlé, PCR versus séquençage de génération. Ça menait à une indication approuvée par l'INES ici, mais qui n'a pas été nécessairement appliquée à large échelle. Il y a eu un programme de dépistage qui était gratuitement offert là, pendant la pandémie, là, le programme Cannexia ACTT. Donc, un panel qui ne couvrait pas les fusions, mais qui couvrait quand même les mutations dans un GFR et qui a démontré quand même pour une vaste, un vaste échantillonnage à travers tout le Canada que, il y avait une valeur ajoutée, qu'on était capable de trouver des mutations par la biopsie liquide, que évidemment, ça accélère potentiellement le traitement, même comparé à une trajectoire de tissu là, quand c'est utilisé de façon réflexe. Donc, différents éléments d'information. Euh, il y a aussi des études qui ont été faites pour évaluer la vitesse entre la trajectoire tissu conventionnel et le tissu d'emblée, voir si ça augmentait le temps pour initier le traitement. Donc, évidemment, c'est sûr que ça raccourcit la trajectoire de façon générale euh, pour permettre d'avoir un traitement plus rapide. Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, ça, ici, là, au Québec plus particulièrement, il y a eu une demande qui a été faite à l'INES pour réviser la pertinence de la biopsie liquide dans le cancer pulmonaire, qui a mené une recommandation favorable là, pour certains critères assez précis, donc les analyses biomarqueurs, insuffisance ou incomplet sur tissu, pas de matériel obtenu de façon sécuritaire, situation clinique particulière. Euh,
ou résistance, identification de mécanismes de résistance à une thérapie ciblée reconnue avec un potentiel de traitement. Donc, on parle d'indications quand même assez ciblées, mais qui ont reconnu, pour lesquelles les indications ont été reconnues. Pour l'instant, on n'est pas encore au stade de faire de la maladie menstruelle, de stade de détection de cancer précoce. Par contre, évidemment, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui sont faits à cet effet-là, notamment par des panels qui ont des stratégies analytiques qui vont être différentes, notamment euh, la modalité, par exemple, pour identifier les mutations dans la tumeur, donc initiale. Après ça, développer des essais qui vont chercher spécifiquement les mutations qu'on a trouvées dans la tumeur par biopsie liquide pour s'assurer qu'on identifie vraiment les mutations dès qu'elles se pointent à une très, très haute sensibilité avec une combinaison de mutations. Fait que ça, c'est des affaires qui sont clairement en train d'émerger pour des applications futures là, pour le, le cancer du. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter pour faire un tour global de la biopsie liquide, son contexte clinique, euh, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, puis c'est quoi un peu les particularités de cette approche-là. Fait que j'espère que ça vous a plu, euh, que ça a été compréhensible, et puis je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Dr. Debel, pour cette présentation. En effet, nous avons des questions pour vous. La première est, la biopsie liquide est-elle douloureuse et quels sont les risques associés? Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Comme je l'ai mentionné, on parle de techniques non invasives qui vont prendre qui vont se faire à partir d'une prise de sang. Donc, évidemment, prise de sang, c'est quand même assez limité comme douleur. Ça peut l'être parfois, mais en général, c'est relativement peu douloureux. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça l'avantage principal de cette approche-là. Certaines modalités biopsie liquide, on peut les appliquer à d'autres types de liquides, comme par exemple les liquides pleuraux, les liquides céphalorachitiens. À ce moment-là, ben, les procédures sont en général un petit peu plus euh, corsées, mais l'usage principal dont on a parlé, c'est vraiment sur le sang. Et notre deuxième question serait, quels sont les impacts psychologiques de la biopsie liquide sur les patients et leurs proches? Ben, je ne suis pas la meilleure personne pour évaluer cet aspect-là. Par contre, euh, disons, on peut présumer que pour un patient, d'avoir un accès à une méthode non invasive, potentiellement plus rapide, qui va éviter de reprendre une trajectoire pour prendre une acquisition de tissu, par exemple en radiologie, en bronchoscopie, une procédure qui peut parfois être un peu traumatisante. Ça peut être quand même rassurant euh, puis satisfaisant d'avoir cette option-là dans les tests. Fait on travaille quand même assez fort pour développer cette approche-là. Euh, donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel d'avoir un impact psychologique positif là, pour les patients.